Tout le monde sait pourquoi le catch de la WWE est rempli de séquences. N'essayez pas ça chez vous. Mais nos catcheurs préférés peuvent exécuter ces mouvements parce qu'ils sont des pros, n'est-ce pas? Il est arrivé que ces machos compétents se trompent tellement que certains se sont retrouvés avec une blessure absolument terrible. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les moments qui ont entraîné les pires blessures de la WWE de tous les temps. Nous commençons par l'épisode de SmackDown de mars 2022, au cours duquel Evanetor s'est gravement blessé à la nuque. Et si vous ne savez pas qui est Evanetor, c'est Big E. Le parcours de Big E était tout tracé. Il était le plus fort de sa classe. Il a remporté des championnats d'État en catch au lycée et il a dominé la ligne défensive de l'université de l'Iowa. Mais voici le clou du spectacle. Avant le catch, il a été joueur de football à l'université de l'Iowa, puis haltérophile et champion de l'USA Powerlifting. Après que des blessures ont anéanti les rêves de football d'Ewen, un ami lié à Jim Ross lui a fait découvrir le monde du catch professionnel. À la suite de cette suggestion, Ewen a été engagé à la Florida Championship Wrestling, FCW, le vivier de la WWE. Convaincu qu'il peut exceller sur le ring, il saisit l'occasion. Et en 2009, la WWE reconnaît son potentiel et lui fait signer un contrat de développement. Il a commencé à la FCW et est devenu le deuxième champion de la NXT. Ewen a également participé à sa première compétition de powerlifting aux États-Unis le 11 juillet 2010 lors des United States Open Championships à Davie, en Floride. Ce n'est pas grand-chose, mais il a totalement dominé la scène des poids lourds, pulvérisant les 4 records de l'État de Floride en powerlifting brut dans la catégorie des 120 kg. Il s'est même surpassé en établissant des records nationaux bruts au soulevé de terre et au total. Sur le roster principal de la WWE depuis décembre 2012, il a atteint son apogée avec The New Day, remportant des titres et établissant des records. En 2020, il s'est lancé dans la compétition en solo, remportant le Money in the Bank Ladder Match en 2021 et l'encaissant plus tard pour devenir champion de la WWE, gravant son nom en tant que 33e champion de la triple couronne et double champion intercontinental. Dans l'épisode de SmackDown de mars 2022, Big E et son coéquipier du New Day, Kofi Kingston, étaient opposés à Sheamus et Ridge Holland, alias The Brawling Brute. Dans un mouvement qui était censé être épique, Ridge Holland a fait un belly-to-belly suplex sur Big E à l'extérieur du ring. Le plan ? Renverser le grand homme et regarder la foule s'enflammer. La réalité ? Pas si glamour. Au lieu de s'envoler gracieusement dans les airs, Big E s'est écrasé sur la tête. Aïe n'est même pas un mot pour décrire ce qui s'est passé. Big E a dû être évacué sur une civière, et il a été révélé plus tard qu'il souffrait d'une blessure à la nuque. Et pas n'importe laquelle. Il s'est fracturé les vertèbres C1 et C6. Le char d'assaut du catch est soudain hors service. Le bon côté des choses ? Aucune lésion de la moelle épinière, des nerfs ou des ligaments. Traduction. Il n'est pas encore au tapis. Il y a de l'espoir pour un retour. Et vous feriez mieux de croire que les fans retiennent leur souffle collectif pour le retour du puissant Big E. Alors que Big E a toujours l'espoir de revenir à la WWE, la blessure du catcheur suivant était si grave qu'elle a mis fin à sa carrière à la WWE pour le reste de sa vie. Sid Vicious et sa jambe cassée, que vous le connaissiez sous les noms de Sid Vicious, Psycho Sid ou Sid Justice. Ce catcheur s'est imposé comme l'une des superstars les plus brutales et les plus intenses de la WWE. L'approche sadique de Sid sur le ring a fait de lui une force avec laquelle il fallait compter, laissant une traînée d'adversaires légendaires qui ont subi la colère de son imposante taille de 2,5 m. Bien sûr, sa taille lui donnait un avantage physique, mais c'est sa maîtrise de la manipulation qui le distinguait vraiment. Initialement présenté à l'univers de la WWE comme l'honorable Sid Justice, il a rapidement adopté la manipulation pour se propulser vers l'avant. Sa stratégie consistait à donner à cet allié un faux sentiment de sécurité pour mieux les trahir par la suite, comme ce fut le cas avec le Hulkster et HBK. Mais il ne s'agissait pas seulement de trahison. Sid savait jouer aux échecs psychologiques, gardant ses rivaux comme Jake the Snake Roberts ou l'Undertaker constamment sur le qui-vive.
Sa capacité à passer d'une figure honorable à un maître manipulateur a ajouté des couches à son personnage, faisant de lui une force captivante et imprévisible dans le monde du catch professionnel. Sid était-il vraiment aussi psychopathe qu'on le dit? Son palmarès sur le ring témoigne d'une stratégie et d'une habileté hors pair. 2 fois champion de la WWE, 2 fois champion de la WCW et champion des États-Unis, de l'époque des Skyscrapers à la WCW, jusqu'à l'alignement avec les Four Horsemen et l'obtention du titre de champion de la WWE en éliminant The Showstopper, le discours agressif de Sid était à la hauteur de ses performances autoritaires. Sid Eudy, l'homme derrière la pagaille, a été 6 fois champion du monde. Il a remporté 2 fois le championnat de la WWF, 2 fois le championnat du monde des poids lourds de la WCW et 2 fois le championnat du monde unifié des poids lourds de l'USWA. Il a également remporté le championnat des poids lourds des États-Unis de la WCW, entre autres. Ce mec a été la tête d'affiche de nombreux pay-per-view pour la WWF et la WCW, volant même la vedette à WrestleMania 8 et WrestleMania 13 en 92 et 97, respectivement, ainsi qu'à Starrcade en 2000. Parlons maintenant de l'impardonnable pay-per-view Sin de janvier 2001, où la fracture de la jambe de Psycho Sid est devenue la matière des cauchemars du catch. Il s'agissait d'un match de championnat du monde des poids lourds opposant Scott Steiner, Jeff Jarrett et un mystérieux 4e participant, révélé plus tard comme étant Road Warrior Animal. Le plan? Sid, qui expérimentait des mouvements sur la corde supérieure, devait sauter de la corde du milieu pour asséner un grand coup de botte à Steiner. Mais bam! Lorsqu'il a atterri, son poids s'est reporté sur une seule jambe et en un clin d'œil, sa jambe s'est brisée en 2. Sid a pris une longue pause à cause de cette horrible blessure, les médecins disant même qu'il ne pourrait plus jamais courir. Et presque immédiatement, des procès ont suivi. Sid attaquant l'Universal Wrestling Corporation et Laurinaitis pour rupture de contrat, obligations fiduciaires, négligence, détresse émotionnelle, interférence avec les relations contractuelles, frais d'avocat et enrichissement injuste. L'homme n'allait pas se laisser faire sans se battre. Il affirme que la WCW a exploité les images de l'accident à son profit et a encaissé l'argent de l'assurance. Le parcours juridique a connu des hauts et des bas, Vicious perdant le jugement sommaire et faisant appel sans succès en 2005. Toujours à propos de carrière terminée, Droz est l'un des nombreux catcheurs de la WWE dont la carrière s'est arrêtée à cause d'une blessure. Et disons-le, il est probablement le pire de tous. Darren Adrian Drozdov, ou simplement Droz, est passé du terrain de football au ring de catch. Après un bref passage dans la NFL et la CFL, il a décidé de plonger tête la première dans le catch professionnel. Vous le connaissez peut-être mieux pour l'avoir vu évoluer au sein de la WWF. Tout d'abord, il s'est fait appeler Puke, un surnom qu'il avait hérité de sa carrière de footballeur. Plus tard, il s'est contenté d'utiliser une version abrégée de son nom de famille. Après son passage à l'Académie militaire de Fort Union, Drozdov est entré sur le grill de l'Université du Maryland en tant que défenseur pour les Terrapins. Il a obtenu une licence en justice pénale, mettant ainsi un terme à son parcours universitaire. Avant de se lancer dans le catch, Droz a fait ses armes en NFL, jouant pour les New York Jets, les Philadelphia Eagles et les Denver Broncos pendant 3 saisons. Le plus intéressant, c'est qu'il a été surnommé Puke pour avoir vomi en direct lors d'un match de Monday Night Football, directement sur le ballon avant que le centre ne puisse faire son travail. Sports Illustrated en a même fait ses choux gras en 1993, mentionnant qu'il vomissait ses biscuits presque à chaque match cette saison-là. La rumeur veut qu'il ait consulté un psy pour ce qu'ils appelaient des vomissements chroniques. C'est fou, non? C'est donc en 1998 que Drozdov a entamé son parcours au sein de la WWF. Son titre de gloire? Il pouvait apparemment vomir sur commande, et les grands pontes de la WWF se sont dit « Eh, faisons-en son truc ». Malheureusement, sa carrière de catcheur a été interrompue par l'une des pires blessures de l'histoire de la WWE. En 1999, lors d'un SmackDown de la WWF au Nassau Coliseum de Long Island. Droz affronte D'Lo Brown, et bam, grave blessure au cou.
Apparemment, Droz portait une chemise ample lors de ce fameux match. Et lorsque Brown s'est lancé dans sa fameuse « running powerbomb », les choses se sont gâtées. Pas de prise correcte, pas de saut correct de la part de Droz. Juste un atterrissage désastreux sur sa tête, fracturant 2 vertèbres dans son cou. Il s'est rendu au centre médical du comté de Nassau, pronto. Des heures d'intervention chirurgicale sont prévues pour soulager la pression exercée sur sa nuque abîmée. Le match a été préenregistré et n'a donc pas été diffusé lors de l'émission du 7 octobre. Mais ne croyez pas avoir raté quelque chose. La WWE a pris soin d'inclure les images de la civière dans ses messages d'intérêt public. N'essayez pas cela à la maison. Malgré tous les soins médicaux, Droz s'est retrouvé tétraplégique, avec à peine quelques mouvements en dessous du cou. Ça a l'air sinistre, non? Mais tenez-vous bien, ce type a défié les pronostics, retrouvant peu à peu des mouvements dans le haut de son corps et dans ses bras. Fait remarquable, Drozdov n'a pas pointé du doigt. Il n'a cessé de répéter qu'il s'agissait d'un accident insensé et n'en a pas voulu à Brown, qui, soit dit en passant, a également joué la carte de l'irresponsabilité. C'est fou, non? Heureusement, la blessure suivante n'a mis fin à aucune carrière, mais elle a dû faire très mal. Et ce n'est autre que John Cena qui s'est fait casser le nez. Un nez cassé est une blessure grave, mais John Cena a réussi à gagner un match de catch avec toute une partie du nez. Mais cela ne devrait pas être surprenant. C'est John Cena. John Cena n'est pas un homme ordinaire. Non, c'est le catcheur professionnel américain, acteur et ancien rappeur extraordinaire qui fait vibrer la foule au sein de la WWE. Avec 16 titres de champion du monde à son actif, il est en quelque sorte le champion poids lourd des champions, ce qui lui vaut d'être considéré comme l'un des plus grands de tous les temps dans le monde du catch professionnel. En 1998, Cena a décidé d'abandonner sa vie normale et de se rendre en Californie, non pas pour prendre des vagues, mais pour devenir culturiste. Mais le destin a eu d'autres projets pour lui et l'a conduit dans le monde sauvage du catch professionnel en 1999. Ses débuts, Ultimate Pro Wrestling, UPW, où il a probablement fait jouer ses muscles d'une manière que nous ne pouvons qu'imaginer. Peu après, il a rejoint la World Wrestling Federation, aujourd'hui WWE, en 2001, en commençant son parcours dans le territoire de développement de l'Ohio Valley Wrestling, OVW. Gagnant des titres à gauche et à droite, il remporte le OVW Heavyweight Championship et le OVW Southern Tag Team Championship comme si de rien n'était. Mais attention, le vrai spectacle de Cena commence lorsqu'il passe à SmackDown en 2002. C'est à ce moment-là qu'il s'est transformé en rappeur à la langue bien pendue, crachant des rimes et s'attaquant à des noms. En remportant le championnat de la WWE en 2005, il a inversé le scénario, devenant un personnage propre de type super-héros. Fini Superman, Cena est en ville. En un rien de temps, il est devenu le leader de la WWE, le franchise player et le visage qui s'affiche sur les panneaux publicitaires depuis une bonne décennie. En ce qui concerne les records, Cena a été 16 fois champion du monde, 13 fois champion de la WWE et 3 fois champion du monde des poids lourds. Oh, et il ne se contente pas de victoires en solo. Il a été 5 fois champion des États-Unis de la WWE, 2 fois champion WWE Tag Team, 2 fois champion World Tag Team, 2 fois vainqueur du Royal Rumble et un vainqueur du Money in the Bank pour couronner le tout. Reprenez votre souffle. Avec tout cela, gagner un match avec un nez cassé devrait être impressionnant, mais ce n'est pas le cas. Le 27 juillet, l'homme a affronté Seth Rollins dans un match principal de Raw, mettant tout en jeu pour le titre de champion des États-Unis. Les choses ont dégénéré lorsque Rollins a accidentellement donné un coup de genou au visage de Cena, ce qui a entraîné une fracture du nez qui n'était pas prévue. Cena a-t-il jeté l'éponge? Non. Il a tenu bon, et que cela ait fait partie du plan ou que Rollins ait eu un petit pincement au cœur, Cena a remporté la victoire. Certes, le catch n'est pas une plaisanterie, mais lorsqu'on y ajoute des armes, c'est une toute autre affaire. Il suffit de demander à Joey Mercury, qui a une cicatrice bien visible pour le prouver. Ce héros méconnu du monde du catch a été loué pour sa capacité à maximiser le talent jusqu'à ce que sa carrière prometteuse à la WWE prenne fin le 17 décembre 2006.
Entraîné par Jimmy Cicero, Burch, initialement connu sous le nom de Joey Matthews, a débuté sa carrière de catcheur en 1996 à l'EC5. Il s'est ensuite aventuré dans le combat par équipe, remportant le championnat par équipe de la MEWF aux côtés de Christian York. À la fin des années 90, Burch fait parler de lui dans diverses promotions indépendantes, accumulant les titres en simple et en équipe. En 2004, la WWE accueille Burch dans son giron et l'affecte à l'Ohio Valley Wrestling, OVW, sous le nom de Joey Mercury. Associé à Johnny Nitro, le duo, ainsi que son manager Melina, forment la formidable écurie M&M. À leur début à SmackDown en avril 2005, ils remportent le championnat WWE Tag Team. Cependant, après un parcours tumultueux et une réunion en novembre 2006, Mercury s'est séparé de la WWE en mars 2007. Le titre de gloire, ou plutôt d'infamie, de Mercury est apparu à Armageddon 2006 lors d'un match fatal à 4 contre 4 impliquant les M&M, les Hardy Boys, London et Kendrick, ainsi que Taylor et Regal, écrasant par inadvertance l'échelle sur le visage de Mercury. Le sang a coulé, les nez se sont cassés et Mercury s'est évanoui, laissant Nitro terminer le match en solo. Les conséquences sont brutales. 4 os du visage brisés, plus de 30 points de suture et le risque de perdre un œil. Bien sûr, il a pu continuer à catcher après cela, mais il n'était plus le même. Il a tenu bon, mais a annoncé sa retraite en octobre 2008 en raison d'une blessure. Pourtant, il a fait son retour en 2010 en tant que producteur de la WWE et est même remonté brièvement sur le ring avec la Straight Edge Society de CM Punk. En 2014, il est revenu sur le petit écran en tant que membre de J&J Security aux côtés de Jamie Noble pour protéger le champion du monde poids lourd de la WWE, Seth Rollins, au sein de la faction The Authority. Juste au moment où vous pensez que les armes sont le seul moyen de faire couler le sang, vous découvrez que Brock Lesnar a été capable de trancher le front de Randy Orton avec des coups de coude. Randy Orton n'est pas un catcheur comme les autres. C'est un catcheur professionnel de 3e génération dont la lignée se lie comme un arbre généalogique de champions. Son grand-père Bob Orton, son père Bob Orton Jr. et son oncle Barry Orton sont tous des catcheurs. Avant de rejoindre la WWE, Randy a perfectionné ses talents dans le Mid-Missouri et le sud de l'Illinois, remportant même 2 fois le championnat hardcore de l'OVW. Le surnom de Legend Killer n'était pas seulement pour la forme. Orton, un prodige de la WWE, est devenu le plus jeune champion du monde à 24 ans, faisant cet adieu à l'évolution et plongeant dans des querelles avec d'anciens camarades. Il y a eu des manigances en équipe avec Edge dans Rated RKO et un double championnat de la WWE en une nuit qui a fait de lui le 2e plus jeune double champion du monde à 27 ans. Sa rivalité avec John Cena, épique. La rivalité entre Orton et John Cena est l'une des plus longues de l'histoire de la WWE et l'une des plus importantes. L'héritage, l'autorité, la Wyatt Family, Orton a dansé avec eux. 10 titres de champion de la WWE, 4 victoires au championnat du monde des poids lourds et un record de 14 championnats du monde au total. L'armoire à trophées de Randy Orton n'est pas une plaisanterie. Randy Orton a également remporté le match de l'échelle Money in the Bank en 2013, a montré ses muscles en remportant 2 fois le Royal Rumble, 2009 et 2017, et s'est fait remarquer lors de pay-per-view de la WWE comme WrestleMania 25 et WrestleMania 30. Et comme si cela ne suffisait pas, après les Survivor Series de 2021, il est entré dans le livre des records en battant le record de Kane pour le plus grand nombre de matchs en pay-per-view de la WWE. Revenons maintenant au chaos de SummerSlam 2016, où Brock Lesnar et Randy Orton se sont affrontés dans l'événement principal. La Vipère, qui avait hiberné pendant 9 mois, est apparue comme l'adversaire surprise de Lesnar. Le match, un affrontement interbrand en raison des récents repêchages, a connu un rebondissement qui a laissé les mâchoires sur le carreau. Lesnar a décidé que les coudes valaient mieux que les armes et a tranché le front d'Orton. Et attention,
Ce n'était pas un simple spectacle pour les téléspectateurs ou quelque chose comme ça, c'était 100% réel. L'équipe médicale s'est précipitée et une mare de sang bien réelle a coulé de la tête d'Orton. La classification PG de la WWE a été reléguée au second plan face à ce drame inattendu. Orton a eu besoin de 10 agrafes pour refermer la blessure après le spectacle, ce qui ne semble pas beaucoup compte tenu de la flaque de sang qui a jailli de lui après le coup à la tête. Oui, c'est une blessure sérieuse. Ensuite, nous avons une scène tout droit sortie d'un dessin animé mettant en scène le seul et unique Leon Allen White, alias Big Van Vader. Ce type n'était pas un catcheur ordinaire. C'était une bête de scène et une force avec laquelle il fallait compter. De la New Japan Pro Wrestling à la World Championship Wrestling, WCW, en passant par la World Wrestling Federation, WWF, la All Japan Pro Wrestling et même la Pro Wrestling Noah, Vader a marqué de son empreinte le monde du catch dans les années 90 et 2000. Il est en quelque sorte le champion des poids lourds des super lourds. Vader, que les lecteurs de la Wrestling Observer Newsletter, WFON, l'ont élu meilleure prise de catch. Il a remporté de nombreux championnats, du championnat IWGP des poids lourds au championnat du monde des poids lourds de la WCW, en passant par le championnat Triple Crown des poids lourds et bien d'autres encore. Plongeons maintenant dans le monde fou des affrontements interpromotionnels. Antonio Inoki, le cerveau de la All Japan Pro Wrestling et de la New Japan Pro Wrestling, a concocté Vader, le champion IWGP des poids lourds, y affronte le grand et colérique américain Stan Hansen. Ce n'était pas n'importe quel match, c'était l'étoffe des légendes. Mais c'est là que les choses se gâtent. Le match débute avec Hansen qui casse le nez de Vader avec une corde de taureau. Aïe, n'est-ce pas? Eh bien, cela ne s'est pas arrêté là. Dans le chaos des coups de poing, le globe oculaire de Vader a décidé de se détacher de son emplacement habituel. Oui, vous avez bien entendu, le globe oculaire de Vader est parti à l'aventure en plein match. Il est sorti de son orbite. N'importe quelle personne saine d'esprit aurait pu s'arrêter là, mais pas Vader. Dans un geste tout droit sorti d'un film d'horreur, il a remis son globe oculaire dans son orbite et a continué. Le match s'est terminé par un non-contest, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette escapade avec le globe oculaire, ainsi que les autres conquêtes de Vader dans l'Est, attire l'attention de la WCW, qui s'empare de lui plus tard dans l'année. Si vous pensez que Vader est un peu fou, eh bien, le cas de Mick Foley est absolument fou, et il avait de multiples blessures à montrer pour cela. Mick Foley est le type qui a défini le terme « Joker » dans le catch. Il n'était pas qu'un seul personnage. Non, il en avait toute une gamme. Cactus Jack, le bagarreur amateur de métal, Mankind, le mec effrayant et masochiste. Et puis il y a Dude Love, le hippie à cravate et à l'esprit tranquille. 3 visages, un Foley. Parlons maintenant des championnats. Foley n'était pas là que pour le spectacle. Il a remporté 4 championnats du monde, 11 titres par équipe, et a même donné le coup d'envoi à la scène des championnats hardcore. Mais le véritable chaos? Le match Hell in a Cell contre l'Undertaker. Il s'est déroulé au King of the Ring en 1998, où Mankind a dû affronter l'Undertaker dans un Hell in a Cell, une cage en acier de 4,90 m de haut avec un toit. Coup de poing, chaos, et puis, boum. Ils l'ont tué. Les équipes médicales se précipitent. Vince McMahon a l'air vraiment inquiet, ce qui n'est pas peu dire. Une chaise en acier qui lui arrache des dents, Foley est toujours en vie. Mais le plus important, c'est que tout cela n'était pas prévu. L'Undertaker a cru que Foley était mort et a dû vérifier auprès de Terry Funk. Le commentaire de Ross se transforme en un plaidoyer sincère pour le bien-être de Foley. Le toit s'est affaissé, le chokeslam s'est emballé, mais Foley, épuisé et un peu chanceux, a survécu. À peine, cependant. Il s'en sort avec une mâchoire disloquée, une commotion cérébrale, un rein meurtri et une épaule démise. Malgré toutes ces blessures, Foley n'a pratiquement pas pris de congé de la WWE, participant même à SummerSlam plus tard. Foley a expliqué plus tard que le toit de la cellule était censé s'affaisser suffisamment pour que l'Undertaker puisse frapper Mankind à travers, lui permettant de se balancer par les pieds et de tomber éventuellement dans une rotation pour atterrir sur le front. Cependant, cela ne s'est pas produit.
Au lieu de cela, nous avons eu droit aux montagnes russes de Foley, et nous l'aimons pour cela. Laquelle de ces blessures est la pire selon vous? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.